Enfant, la scolarité ne me convenait pas. Je ne me reconnaissais pas dans ses valeurs. Je détestais les faux-semblants et ma soif de connaissances était intarissable. J'étais un minot des calanques, comme on dit à Marseille. Dans ces collines, je pouvais nager, marcher, grimper. Je vivais. J'avais 13 ans lorsque j'ai passé ma première nuit tout seul à la Belle Étoile, isolé au fond d'une crique, dans une grotte. J'étais mort de trouille. Et c'est dans ces garrigues inondées de soleil que j'ai nourri ma soif de grands espaces, d'aventure et de liberté. L'armée n'a pas voulu de moi et c'était réciproque. Après avoir pas mal bourlingué en Europe, je traverse l'Atlas marocain à pied et à dos de mulet, puis le sud du Sahara algérien. 160 jours de périple au total. Un voyage initiatique inoubliable. Dès l'âge de 22 ans, je travaille comme guide dans cette partie de l'Afrique que je parcours à pied, en vélo tout-terrain, en char à voile et même en hydrospeed. Le reste du temps, j'enseigne la voile et j'organise des expéditions commerciales en Guyane où je partage le quotidien des garimperos et des rebelles surinamiens. Cette tranche de vie plutôt musclée me vaut les surnoms d'Indiana Jones au pays de la lavande et de Rambolito. Cette réputation m'ouvre de nouveaux horizons. Si bien que j'endosse une nouvelle casquette, celle d'assistant réalisateur et de conseiller technique pour des tournages de films documentaires en Amazonie, en Indonésie et notamment à Bornéo. Au tournant de la trentaine, je tente le grand saut. Je veux atteindre le pôle Nord géographique à pied et sans assistance. N'ayant pas obtenu assez de sponsors pour boucler le budget initial, je me suis replié sur le pôle Nord magnétique, moins éloigné, donc moins coûteux. Le challenge restait toutefois honorable. Le 19 avril 1995, ma coéquipière devient la première femme à atteindre ce point mythique en équipe autonome. Un record est battu et l'un de mes plus grands rêves vient de se réaliser. J'ai 33 ans, j'intègre la cour des grands et me voilà promu explorateur. C'est en parlant de mes aventures dans le cercle privé ou lors d'interventions publiques que je me suis aperçu que si j'ai parfois échoué là où les autres réussissent habituellement, j'ai souvent réussi là où les autres échouent. À partir de cette époque, tout me semble possible. Plus j'avance, plus je découvre mes limites, je deviens le capitaine de mon destin. C'est en marchant sur la banquise que j'ai conçu ce qui deviendra plus tard les marcheurs de la Terre. L'idée, c'était d'utiliser le rêve et l'aventure vécue comme vecteur d'émerveillement et de connaissance. C'était à mon tour de transmettre ce que d'autres m'avaient offert. En disant cela, je pense à mes mentors de l'époque, c'est-à-dire Paul-Émile Victor, le commandant Cousteau, Haroun Tazieff, Éric Tabarly et beaucoup d'autres. Je divise la Terre en 4 milieux, les régions polaires, les déserts, les montagnes et les forêts tropicales. Puis, j'établis un programme d'expédition engagé et sans assistance motorisée pour parcourir ces territoires reculés, passant sans transition du chaud au froid, de l'humidité à la sécheresse. Ces expéditions ont toutes été suivies en temps réel par les établissements scolaires partenaires des projets éducatifs. Entre deux expéditions, les marcheurs de la Terre. Pendant plus de 10 ans, des milliers d'élèves ont ainsi été éduqués sur les problématiques écologiques et les grands mécanismes qui régissent notre planète. Bruno Lambert, qui viendra nous parler de son livre Sur le chemin de mes rêves. Je deviens une sorte d'ambassadeur des natures extrêmes, un témoin du monde qui voit le cœur des hommes se refroidir pendant que la planète se réchauffe. J'ai 40 ans. Je suis maintenant père de famille et j'ai besoin de faire une pause. Pour voir le monde tel qu'il est, et non pas comme on voudrait le voir, nous avons tous besoin de prendre du recul. C'est un peu comme si on avait le nez collé sur la paroi, dans ce cas-là on ne voit plus la montagne. Et c'est à cette époque que j'ai intimement pris conscience que l'aventure n'était pas faite de voyage. Elle est le voyage, elle est véritablement le voyage. Et c'est notre vision du monde qui changera le monde. Ce que je croyais être un aboutissement n'était en fait qu'un palier, un passage. Cet état transitoire m'amène à repartir, seul, tel un pèlerin en quête de vérité, parfois sur de très longues distances. Je médite sur la course éphémère de l'existence. Calé sur les pulsations de la Terre, je distille l'apprentissage accumulé pour en extraire l'essence, l'essentiel. La routine et les certitudes nous détournent souvent du dialogue intérieur. Face à l'adversité, nous devons perpétuellement faire les bons choix et trouver les solutions les plus justes. Chaque pas nous enrichit, et c'est la seule manière de rester vivant.
Au quotidien, c'est un peu la même chose. Piloter sa vie au plus près de ses choix éviterait à chacun de se laisser trimballer à l'aveugle par les croyances et autres cultes. Vivre sa véritable vie est un acte audacieux. Cette forme d'utopie, même personnelle, pourrait enrayer les maux de l'humanité et la ruine de notre planète. Une personne en accord ne cherchera jamais à diviser, elle construira. Ce que je peux retenir de ces 30 années d'aventure et d'expédition, je crois que nulle crise écologique, sociale ou humaine ne sera résolue par des actes imposés ou des illusions trompeuses. L'homme doit d'abord élever sa conscience et se réconcilier avec la nature, avec sa propre nature, pour véritablement changer les choses et embellir le monde. L'utopie serait de croire le contraire.